Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir dans la foulée, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une petite séance de reprise et de rebond pour les actions européennes, notamment malmenées depuis plusieurs jours et plusieurs semaines avec l'incertitude politique en France qui reste entière à ce stade. On attend la formation des groupes et la composition de la nouvelle Assemblée nationale. Un rendez-vous est donné de ce point de vue-là le 18 juillet prochain pour y voir peut-être un peu plus clair dans le paysage politique français et la nouvelle gouvernance politique qui pourrait émerger. En attendant, le marché reste prudent mais se montre plutôt patient vis-à-vis de la situation française. C'est comme ça qu'on pourra résumer les choses. Et le marché va pouvoir regarder également du côté de la macroéconomie et des résultats d'entreprise qui vont revenir sur le devant de la scène à partir de vendredi avec les publications des premières grandes banques américaines. Macro, micro et politique, c'est donc le cocktail du moment qui guide la course des marchés. Nous en discuterons largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant, alors que sur le front des banques centrales, Jérôme Powell poursuit son témoignage semi-annuel devant la commission de la Chambre des représentants cet après-midi pour réitérer ce qu'il a dit hier devant la commission bancaire du Sénat, à savoir qu'il y a toujours, du point de vue de la Fed et du comité de politique monétaire de la Fed, un risque à baisser trop tôt les taux ou à les baisser trop tard. Quand on écoute Jérôme Powell, lui-même interrogé par les parlementaires, on comprend qu'il a plutôt tendance à regarder de plus en plus désormais du côté du marché du travail. Il n'y a pas que le risque d'inflation aujourd'hui qui pèse sur l'économie américaine. Voilà ce que Jérôme Powell peut dire en son nom propre face aux parlementaires américains. Le marché continue d'imaginer qu'il y aura quelques baisses de taux du côté de la Réserve fédérale américaine à compter peut-être du mois de septembre prochain. C'est un peu moins clair à ce stade du côté de la Banque d'Angleterre. On a eu une prise de parole du chef économiste de la BOE cet après-midi dans le sillage d'une élection britannique qui a apporté une vision claire et stable du paysage politique britannique, on l'espère au moins pour quelques années. Le marché doute de la capacité de la Banque d'Angleterre à baisser ses taux lors de sa réunion du mois d'août et reporte ses attentes peut-être sur les prochaines réunions. La question des salaires notamment reste un facteur d'incertitude à ce stade pour la prise de décision de la Banque d'Angleterre. Voilà ce qu'expliquait tout à l'heure le chef économiste de la BOE. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous regarderons le thème d'investissement du sport. Comment investir dans cette thématique d'investissement? Ce sont les équipes d'Usage Gestion et Arnaud Morvilès, gérant chez Usage Gestion, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, comme chaque soir, tendance, mon ami, en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés, accompagnés par Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, la Bourse de Paris, effectivement, s'offre aujourd'hui une petite séance de hausse. Oui, elle est en hausse d'environ 0,7%, tirée par Téléperformance notamment, qui gagne plus de 3% en tête du CAC 40, après que Berenberg a dit s'attendre à un meilleur avenir pour l'entreprise. Plus globalement, aujourd'hui, c'est l'ensemble des bourses européennes qui est en hausse. Côté obligataire, le rendement de l'obligation française à 10 ans est autour de 3,15-3,20%. Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans est entre 2,50 et 2,55%, ce qui conduit le spread entre ces deux obligations à se stabiliser à environ 65 points de base. Aux États-Unis, Jérôme Powell poursuit son témoignage semi-annuel devant le Congrès. Il est auditionné cet après-midi par la Chambre des représentants. Comme hier, il reconnaît que l'inflation n'est plus le risque unique qui pèse aujourd'hui sur l'économie américaine. Pour autant, la Fed ne semble pas prête à baisser ses taux à sa prochaine réunion de juillet. Dans l'actualité des entreprises, pas mal de nouvelles du côté du secteur automobile, avec tout d'abord Stellantis qui annonce renforcer son offre de véhicules hybrides abordables d'ici à la fin de l'année 2026. Oui, dans un communiqué, le groupe précise avoir réalisé plus de 40% de hausse de ses ventes de ces modèles hybrides dans 30 pays d'Europe. Mais pour avoir plus de détails sur les chiffres de Stellantis, il faudra attendre sa publication semestrielle le 25 juillet. Le titre est en hausse de plus de 1% aujourd'hui.
aujourd'hui. Toujours dans le secteur automobile, Volkswagen est lanterne rouge de l'Eurostoxx 50 après avoir annoncé l'abaissement de ses prévisions annuelles en raison de son intention de fermer son usine belge Audi. Dans le secteur des transports, mais ferroviaires cette fois, Alstom signe un accord de 2,8 milliards d'euros pour fournir des nouveaux métros à la ville de Hambourg et plus précisément 374 nouvelles rames. Cet accord est salué par les investisseurs. Le titre gagne plus de 5% aujourd'hui. Et puis le thème IA vit bien toujours grâce notamment à la publication du géant taïwanais TSMC qui fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux attentes. Oui, une croissance de son chiffre d'affaires de 40% au titre du deuxième trimestre sur un an. Lundi, l'entreprise avait brièvement franchi le cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le titre est en hausse de plus de 75% depuis le début de l'année. Dans son sillage, ses clients Nvidia et Apple ouvrent également en hausse. Et puis un coup d'œil sur l'agenda de demain qui sera marqué notamment par la publication de l'inflation américaine pour le mois de juin. Oui, ce sera le grand rendez-vous du jour, mais les investisseurs prendront aussi connaissance de l'estimation finale de l'inflation allemande pour le mois de juin, ainsi que de la production industrielle et du PIB britannique pour le mois de mai. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés et sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Defels est avec nous, le directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Salut. Bonsoir à Edmund Ching qui nous accompagne également. Vous êtes directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Merci d'être avec nous, Edmund. Et Florent Wabon, que nous sommes ravis d'accueillir autour de cette table. Bonsoir Florent. Bonsoir Gaël. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes économiste chez Ecofi. Bien, parlons macro et macro-américaine, notamment peut-être pour commencer et changer un peu d'ouverture. On parlera de politique, mais la macro-américaine, c'est aussi important dans l'environnement actuel. Florent, Jérôme Powell nous dit donc que l'inflation n'est plus le risque unique qui pèse sur l'économie américaine. On peut voir peut-être un petit bouger ou la confirmation quand même d'un point d'attention grandissant pour la Fed concernant notamment le marché du travail. C'est ce qu'on comprend du discours et des réponses de Jérôme Powell face aux parlementaires. Quand vous regardez les dernières données sur le marché du travail américain, est-ce qu'on est encore dans l'idée d'une normalisation souhaitable, qui met fin à la surchauffe qui inquiétait la Réserve fédérale américaine, ou est-ce qu'on est proche de déborder dans quelque chose qui serait un refroidissement moins souhaité, plus inattendu et qui aurait donc un impact peut-être sur la vitesse de réaction de la Réserve fédérale américaine? Bon, si on utilise des mots de banquiers centraux, on peut dire que la balance des risques est plus équilibrée, voire même qu'elle est légèrement instable en réalité. C'est ça le sujet. Donc sur l'emploi, c'est pas étonnant qu'il en parle puisque ça fait partie du mandat. On a un double mandat du côté de la Fed, l'inflation et l'emploi. Donc sur l'emploi, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un ralentissement séquentiel assez marqué. Non pas nécessairement de l'emploi dans sa totalité, mais plutôt de l'emploi privé. Je pense que c'est pas ça qu'il a évoqué explicitement, mais je pense que c'est de ça qu'il fait allusion. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a tout un continuum d'indicateurs sur le marché de l'emploi qui nous montre quand même un ralentissement assez marqué. Le problème, selon moi en tout cas, c'est qu'il y a un manque de fiabilité des données. Quand on regarde, parce que déjà pour savoir, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, comment est-ce qu'on mesure l'emploi aux États-Unis ? Ce sont des enquêtes. Et des enquêtes, il y en a plusieurs, avec des panels d'entreprises, de ménages différents, etc. Et quand on regarde le taux de réponse à ces enquêtes, il est au plus bas depuis des années. C'est-à-dire qu'après la Covid, on a eu moins de réponses de la part des entreprises et des ménages. Aujourd'hui, c'est encore plus bas qu'après la Covid. Donc on a un problème de fiabilité, c'est-à-dire qu'on mesure quelque chose qu'on a du mal, d'une certaine manière, à appréhender. Donc, c'est pas juste un sujet pour la Fed. Je me souviens très bien que l'organisation statistique britannique également a même mis fin à un moment à ces publications, le temps de réajuster ses modèles d'enquête, etc. Et au Royaume-Uni, si je ne dis pas de bêtises, on a quasiment 15% de taux de réponse. Voilà, c'est ça. C'est à peu près le chiffre partant de 40-50 avant Covid. C'est un effondrement des taux de réponse. On a un problème de fiabilité. On a des données qui nous disent ça va bien, d'autres qui nous disent ça va moins bien. Mais au global, on est sur une forme de point de bascule. Et c'est assez fort qu'ils le remarquent tout de même, qu'ils le disent de cette manière-là. C'est assez étonnant, je dirais, et ça pave la voie, d'une certaine manière, à des baisses de taux. Mais des baisses de taux qui ne seraient pas liées au fait qu'ils attendent nécessairement une récession, mais plutôt qu'ils se disent
compte tenu du fait que l'économie ralentit séquentiellement et qu'on a des taux d'intérêt élevés, des conditions monétaires restrictives, il est peut-être le temps d'ajuster la politique monétaire. Je comprends. Pour ne pas justement entraîner de ce qu'il appelle de dégradation inopinée du marché. Ouais, non souhaité, non voulu, Exactement. inattendu. Oui. Donc ça veut dire que quand on scrute le discours de Jérôme Powell, on comprend que la Fed reste dans le bon timing encore aujourd'hui pour s'offrir un éventuel soft landing de l'économie américaine. Elle n'est pas trop en retard encore aujourd'hui par rapport au refroidissement qu'on observe de l'économie américaine. Non, il y a de ça. Après, on n'a pas parlé de l'inflation, mais le problème en réalité pour l'inflation aux États-Unis, alors c'est un peu provocateur de le dire de cette manière-là, mais il est plutôt c'est une incertitude d'ordre méthodologique en réalité. C'est-à-dire qu'on mesure l'inflation par le CPI, on mesure l'inflation par le PCE. La manière dont ces deux indices sont construits est très différente. Ouais. Certaines choses ne rentrent pas, d'autres rentrent, etc. On mesure vraiment l'assurance automobile, par exemple, dans une mesure, c'est du plus 20% sur un an, dans une autre, ça va être du plus 6 ou plus 7. C'est exactement ça. Et donc, on a en réalité une difficulté de lecture là aussi, comme pour le marché de l'emploi. Ouais. Ce que l'on constate néanmoins, c'est que la tendance est quand même à la désinflation. Oui. On en parlait d'ailleurs juste avant de rentrer sur le plateau. On est quand même sur une tendance désinflationniste. Mais là où c'est intéressant aussi de décortiquer les différentes composantes du CPI, c'est que ça ne nous renseigne pas que sur la dynamique de l'inflation, mais aussi sur la dynamique de l'économie. Alors là, je vais partager une anecdote qui va faire sourire, mais c'est l'inflation des sous-vêtements masculins. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'est parce que c'est l'indicateur avancé préféré d'Alan Greenspan. C'est pas vrai. Enfin, c'est la légende qui dit ça. Alors, ça fait sourire, mais l'idée, c'est de dire que quand les prix des sous-vêtements masculins diminuent, ou en tout cas ralentissent, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'économie américaine, que les Américains ne s'habillent plus, n'ont plus envie de changer leurs sous-vêtements, ne font plus attention à ça. Comme la brosse à dents, c'est le signal faible. Exactement. C'est ça. Bon, ça fait sourire. Ah ben oui, mais il y a cette idée sous-jacente. On en est peut-être là, quoi. On est dans un ralentissement, dans un premier temps, de la consommation de biens, de biens durables. D'ailleurs, c'est très clair dans les chiffres de croissance. On n'est pas encore là-dedans dans les services. Donc, j'ai du mal à envisager une récession à court terme aux États-Unis, pour le dire très franchement. En revanche, on est dans une phase de ralentissement séquentiel. Et donc la Fed, si elle n'a pas envie d'être behind the curve, justement, il faut qu'elle soit un peu plus en avant et qu'elle ajuste la politique monétaire. Bon. Et si c'est pas juillet, parce qu'il y a une réunion 30 et 31 juillet, si c'est trop tard pour former un consensus en quelques semaines seulement, ce sera septembre, mais on peut imaginer un signal d'ouverture assez explicite dans la communication du meeting de juillet. On peut imaginer ça. C'est un peu la séquence que le marché aimerait voir, quoi. Ce qui vient d'être dit par Jérôme Powell. Bon, sur l'activité économique américaine, ce que ça implique pour la Fed et puis pour les actifs américains. Là, je vois que le S&P 500 est en train d'enchaîner une 7e séance de hausse consécutive. Tout va bien, on est au plus haut, la vol est au plus bas. Sur le marché américain, en tout cas, on a l'impression de quelque chose, toujours cette forme d'exceptionnalisme américain par rapport à ce qu'on peut constater en Europe depuis quelques semaines notamment. Oui, mais c'est vrai jusqu'au moment que c'est plus vrai. Donc, je pense que pour l'instant, il y a toujours une espèce de mini-bulle qui s'est créée côté le secteur technologie aux États-Unis, notamment les 7 magnifiques, mais même pas les 7, les 3 magnifiques. Voilà, Nvidia peut-être, on peut rajouter Apple ou Alphabet, peut-être pas. Mais bon, je me demande si vraiment ils vont tous être gagnants de l'IA. Parce qu'à court terme, c'est impossible de savoir. Même à moyen et long terme, si on pose la question aux économistes, quel va être l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie, sur le niveau de productivité? Aucune idée. On est des gens qui disent ça va augmenter la productivité. Des autres qui disent on n'a aucune idée ou non. Ça va avoir aucun impact dans les prochains 5 ans. Je pense que oui, on voit beaucoup de dépenses, qui est très bon pour Nvidia parce que tout le monde achète les puces semi-conducteurs. TSMC est encore un exemple ce matin qui indique que sur le prochain trimestre, Nvidia sera peut-être encore... Mais la vraie question de base, Grégoire, c'est la question suivante. Est-ce que les acheteurs de ces puces semi-conducteurs d'Nvidia, comme Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et autres, est-ce qu'eux, ils vont être rentables ? Est-ce qu'ils vont être capables de rentabiliser cet investissement à moyen et long terme? Pas du tout sûr, parce que si tout le monde utilise les mêmes puces, les mêmes ordinateurs, avec plus ou moins les mêmes modèles de l'intelligence artificielle, peut-être ils vont avoir plus ou moins les mêmes résultats. Si on a tous les mêmes résultats,
Est-ce qu'ils vont vraiment gagner de l'argent avec? Oui. Pas évident. Non. Et puis les revenus générés par les seules startups de l'IA aujourd'hui, alors c'était un papier de Sequoia Capital il y a quelques mois de ça, très parlant. Enfin, quand ils font les calculs, les maths ne fonctionnent pas, les maths de l'IA ne fonctionnent pas aujourd'hui, disent les partenaires de Sequoia. Il y a eu peut-être 50-100 milliards d'achats. Oui, Goldman Sachs, tout le monde le constate. 50-100 milliards d'achats de GPU Nvidia en 2023. Combien de revenus générés par les startups qui utilisent ces GPU? À peine quelques milliards aujourd'hui, peut-être. Voilà. Et enfin, oui, ChatGPT, c'est super intéressant, c'est marrant, on utilise... Mais le problème, la plupart des utilisateurs, ils l'utilisent 2, 3, 4 fois, et après, c'est fini. C'est comme un petit jouet, on joue avec ChatGPT plusieurs fois, et on le jette après. Donc, signal de prudence pour le marché américain, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour les large caps. Pour les large caps. Si on regarde les moins petits capis, ils sont... Ça, d'accord. C'est une autre histoire. D'accord. Mais ça veut dire que c'est un marché qui est fragile à l'ouverture, par exemple, de la saison de publication. Est-ce que c'est le type d'événements qui peuvent déclencher quelque chose de plus négatif sur le marché américain? Peut-être ça va prendre un peu plus de temps. Ouais. J'en sais rien, mais je pense que, en revanche, on peut voir les premiers résultats dans les prochains 6 et 12 mois de l'impact de l'IA, mais pas des modèles de generative AI, GPT, mais plutôt les modèles super spécifiques dans les domaines spécifiques utilisés par les sociétés, par exemple les distributeurs comme Walmart pour quand même mieux gérer les inventaires ou peut-être mieux gérer les prix dans les supermarchés individuels. Ouais. Là, c'est possible. Ouais. Et là, on peut voir un gain de productivité, un gain en termes de rentabilité de ces sociétés. Ou dans les banques. J'ai vu que BNP avait noué un partenariat avec Mistral AI pour améliorer la productivité dans toutes les lignes métiers. Non, mais ça va être intéressant d'observer ça au niveau microéconomique, entité par entité. Mais c'est assez intéressant, j'ai envie de rebondir sur ce qui a été dit avant. C'est vrai que sur l'IA, pour l'instant, toutes les sociétés qu'on voit au niveau microéconomique toute la journée nous disent que tout le gain de productivité qu'ils peuvent avoir, qui est très difficilement quantifiable, pour le moment, ils redonnent aux clients. Donc voilà, donc c'est vrai, c'est des sommes astronomiques que je suis entièrement d'accord. Quelle va être, est-ce que c'est rentable, mais déjà aussi le retour sur capital employé, parce que si ça détruit complètement les retours sur capital employé, c'est jamais très bon pour la bourse. Et je voulais aussi revenir en effet sur tout à l'heure quand on parlait des statistiques américaines et sur la Fed, c'est vrai que sur l'emploi, là j'ai vu, je crois que sur des 15 dernières statistiques, il y en a eu 10 sur 15 qui ont été révisées à la baisse. Ouais, il y a déjà des révisions. Ça n'arrive jamais. Et c'est vrai quand on regarde d'autres statistiques, certains disent que même qu'il y a peu de création d'emplois aux États-Unis en ce moment. D'autres en disent 0, est-ce que c'est 200 000? Je pense que la vérité, c'est peut-être un peu entre les deux. C'est ça. Et puis concentré dans quelques secteurs encore aujourd'hui. Le sujet, c'est qu'il y a beaucoup moins de diffusion de création d'emploi. Je rejoins tout à fait ce qu'il vient de dire. Il y a beaucoup moins de diffusion et clairement, ça se voit. Rappelez-vous, encore, il y a peu de temps, en début d'année, on pensait que ça y est, les États-Unis étaient repartis encore sur 3% de croissance en accélération par rapport à l'année dernière. Et puis là, tout le monde est en train de réviser petit à petit. Les grands globaux n'ont pas encore révisé la baisse. Donc là, aujourd'hui, le consensus est autour de 2,2 pour la croissance cette année aux États-Unis. Il se peut que ça soit un peu plus bas. Ça ralentit, notamment la consommation. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de warnings, les Nike, les Walgreens, les CVS, tout ça, il y en a eu quand même beaucoup. Et surtout, pourquoi? Parce que ça y est, pour la première fois depuis longtemps, l'excès d'épargne post-Covid est fini. Avant, on vivait un peu dessus, et surtout, le taux d'épargne lui-même est revenu au plus bas. Donc c'est vrai heureusement qu'il y a les salaires réels qui sont là aux États-Unis, mais on est à plus 0,7. La différence de salaire réel de pouvoir d'achat, c'est plus 0,7. On a plus 2,5 quand même en Europe. Donc voilà, à chaque fois, on enterre les pauvres consommateurs européens. Bon, il faut que la confiance revienne. Mais aujourd'hui, il y a plus de salaire réel en Europe qu'aux États-Unis. Donc voilà, le taux d'emploi est au plus bas. Donc voilà, il ne faudrait pas que la Fed, comme on disait tout à l'heure, évidemment, je pense qu'en juillet, elle va préparer, mais septembre, il faut qu'elle arrive. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur les taux courts, aujourd'hui, quand on regarde le taux réel court, donc pas celui donné par le taux 10 ans, mais court, on a des taux réels à 2,7%. Et c'est beaucoup trop élevé. Il faut que ça rebaisse. On est conscient du risque qu'il y a de maintenir les taux d'intérêt directeurs à ces niveaux-là pendant trop longtemps. Ça, c'est quand même pas possible. Un fil rouge du discours de Powell, en tout cas en son nom, depuis quelques temps maintenant. Oui, mais je pense qu'il va faire comme beaucoup de problèmes de banquiers centraux, c'est qu'à tous les coups, la première baisse, ou peut-être qu'elle sera symbolique comme en Europe au mois de septembre, c'est qu'il va être toujours trop tard dans le cycle. Donc voilà, la vraie question, est-ce que c'est un soft landing? Beaucoup disent qu'il y a une récession aux États-Unis qui arrive en début 2025. Mais voilà, le problème, le temps que ça se diffuse à l'économie, ça sera peut-être un peu trop tard. Il y a l'effet d'inertie, effectivement, des mouvements de taux, de la transmission de la politique monétaire, etc. Bon,
ce qu'on disait sur le timing, ils sont peut-être encore plutôt dans quelque chose qui permet de s'offrir un soft landing, mais ça c'est l'histoire qui nous le dira, j'imagine. On peut reparler d'Alan Greenspan d'ailleurs. Avec grand plaisir, mais bien sûr. C'est lui qui a réussi le soft landing. Banquier central majeur de l'histoire américaine. Et on est en fait dans une période qui me semble assez similaire. Alors il faut faire très attention avec les parallèles historiques évidemment, mais dans les années 90, 95, 96, donc c'est le fameux soft landing d'Alan Greenspan, ajustement de politique monétaire, à partir de taux d'intérêt directeurs à peu près au même niveau qu'aujourd'hui, et c'est à peine 75 points de base sur le cycle. D'accord. Et après, il a maintenu ces taux-là pendant plusieurs années. Donc ne pas se faire trop d'illusions sur la capacité de la Fed à aller très loin dans ses baisses de taux. Pour moi, en tout cas, c'est un ajustement. Ce qui est très important, c'est si c'est un ajustement, c'est bénéfique. En tout cas pour le marché action. Ouais, j'entends. Mais vous savez que c'est si l'économie ralentit trop et qu'il y a des baisses de taux qui suivent, ça c'est jamais bon pour le marché action. Donc c'est vraiment là ce qu'on va voir si l'économie c'est juste un réajustement soft landing school, on espère tous. Et dans ces cas, ça serait très bon pour le marché action. Voilà. Il faut que la Fed ne panique pas. Effectivement, parce que la plupart du temps, ils sont derrière la courbe, ils paniquent, ils coupent les taux très vite, mais c'est trop tard. Et on n'évite pas une récession éventuelle. Donc, exactement. Voilà. Bon, sur l'IA et la productivité, on ne peut pas faire le débat complet là-dessus, Florent, mais est-ce que c'est... Alors, que ce soit un sujet intellectuellement passionnant pour un macroéconomiste, j'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que ça peut être quelque chose de réel, ou en tout cas qui fasse partie de l'équation macro des prochaines années ? Oui, en fait, c'est passionnant d'un point de vue économique. Il y a une littérature économique qui est abondante en ce moment sur ce sujet, et, comme vous l'avez dit, tous les résultats ne concordent pas. C'est-à-dire que certaines études nous disent que... C'est le problème des économistes. Voilà, ils ne sont pas toujours d'accord. On n'a pas les mêmes définitions, surtout. Mais c'est ça aussi qui fait le sel du métier. C'est toujours le problème avec les économistes, ils ont deux mains. Beaucoup de mains. Et donc, effectivement, on a des... Alors, cela étant dit, la conclusion, c'est quand même qu'on a un effet de gain de productivité qui est positif dans tous les cas de figure. D'accord. On a quand même des gains de productivité engendrés par l'intelligence artificielle. Ça ne fait pas baisser la productivité. Voilà. Mais d'accord. C'est déjà le premier point. Oui, mais c'est déjà important. Je suis d'accord. Ensuite, effectivement, il y en a qui sont beaucoup plus optimistes que d'autres. Mais ceux qui le sont un peu moins mêlent des aspects sociaux, notamment. Parce que, d'ailleurs, l'anecdote est intéressante. C'est-à-dire, quand on utilise ChatGPT, donc moi je l'utilise par exemple, j'ai commencé à l'utiliser, il y a un temps de formation. Ah oui. Et donc, il faut apprendre à parler à la machine. Dans l'imaginaire collectif, on se dit, on tape ce qu'on veut et on obtient ce qu'on désire. L'important, c'est la pertinence du prompt, de la requête. Voilà. Tout est dans la requête. C'est une forme de programmation un peu différente, mais c'est une programmation avec le langage naturel. Voilà. Il faut apprendre à parler à la machine pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc ça, il faut que les travailleurs... Et une éducation, de ce point de vue-là. Et ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, quand on demande de faire des efforts d'apprentissage comme ça, c'est toujours un peu plus difficile. Donc il y a une inertie pour appréhender l'outil, utiliser, etc. Et même pour les sociétés, il faut du temps pour bien comprendre la technologie, la puissance de la technologie, et comment mieux utiliser cette technologie dans leurs entreprises. Bien sûr. Ça prend du temps. Parce que les outils sont extrêmement puissants. Quand on regarde les dernières versions de ChatGPT, c'est incroyable ce que l'on peut faire. Après, on a une mine d'or technologique, mais il faut savoir quoi en faire. Si on sort de la tech américaine, justement, est-ce que c'est dans cette autre partie du marché que vous êtes encore confortable aujourd'hui, Edmund ? Oui, d'accord. Oui, mais je suis toujours prudemment optimiste, surtout sur les marchés actions. Mais dans une phase de ralentissement de l'économie américaine, on peut imaginer que la fracture entre la tech invincible et l'économie plus domestique se résorbe. Oui, mais c'est toujours la même histoire. Si on évite une récession, au moment que la Fed arrive à baisser les taux directeurs, c'est bon pour les actions, point final. Mais et ce sera meilleur pour les actions qui n'ont pas monté jusqu'à présent. Il faut voir une phase de rattrapage relatif, par exemple des moins petits capis aux États-Unis par rapport aux méga capis, ou peut-être le taux de marché partout dans le monde par rapport aux États-Unis. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en 2023, on a eu une économie américaine ultra booming et qu'on n'a pas vu ça. C'était le moment quand même où on se disait, c'est là où on doit voir justement du Russell 2000, des small et mid cap un peu plus devant. Mais ça a été refait par la relance budgétaire, notamment les dépenses de la défense. Mais c'est là où je vous rejoins totalement. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le S&P et le Nasdaq, c'est complètement tout ce qui est en dessous, derrière.
marche très mal. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'un tiers de la perte du S&P, c'est Nvidia. Et donc, quand vous retirez tout ça, le Russell 2000 ou même les indices micro-cap américains, qui sont vraiment les valeurs domestiques locales, sont négatifs depuis le début de l'année. Et je crois qu'il n'y a jamais eu un aussi grand écart des small cap par rapport aux large cap. Je parle aux États-Unis, même chose en Europe. Et même quand on garde dans les large cap ce qu'on appelle le S&P equal weight, c'est-à-dire que vous prenez chaque valeur du S&P pour la même pondération. Et là, on est revenu quasiment au plus haut historique pendant la bulle de 2000, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la surpondération du S&P par rapport au S&P équipondéré, à chaque fois qu'on est arrivé à ces niveaux, il y a eu un renversement. Donc voilà, est-ce que ça a duré combien de temps? On ne sait pas encore. Voilà. Et c'est pour ça que nous aussi, on reste positif sur le marché action américain. Mais ce qui va être très intéressant, c'est de savoir est-ce qu'il y aura cette fameuse rotation. Il y a eu une première alerte il y a quelques jours. Rappelez-vous, quand il y a eu des forts bénéfices sur toutes les valeurs du SOX, vous savez que c'est l'indice des semi-conducteurs américains. Il y a eu les Nvidia, les Aflac. Il y a eu un moins 15, moins 17, oui, c'est ça. Évidemment, sa première alerte, c'est remonté. C'est toujours pareil. C'est jamais ça baisse sur une première alerte. Donc voilà, il y a les premières alertes qui arrivent. Donc clairement, nous aussi, on préconise. Donc si vous voulez pas aller dans les small et mid cap qui sont souvent plus endettés, comme on dit souvent, qui ont des taux plus élevés aux États-Unis, aujourd'hui, acheter du S&P equal weight, c'est vraiment quelque chose pour rejouer peut-être un atterrissage en douceur aux US. C'est un risk-reward qui vous paraît plus confortable aujourd'hui que d'être sur un indice pondéré tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'on a vu qu'il y a énormément de sociétés qui ont fortement baissé. Vous prenez les valeurs, les Pepsi-Cola, même McDonald's, je crois qu'elle est à la baisse de moins 15%, les Nike, toutes ces belles valeurs de consommation. Les blue chips, quoi. Les blue chips, aujourd'hui, vous en avez à des prix beaucoup plus raisonnables qu'il y a un an. L'élection américaine, qu'est-ce qu'il faut en dire, puisqu'on va parler quand même un peu de politique, en tout cas de comment la politique peut influencer, voire driver les marchés aujourd'hui. On comprend de loin, de ma place en tout cas, que l'histoire Biden candidat, c'est pas tout à fait terminé. Je pense pas, mais je pense qu'on peut tout savoir dans 2 semaines. Dans les 2 prochaines semaines, soit il reste, soit on va voir un autre candidat. D'accord. Si ça se joue, c'est maintenant. Je pense. C'est pas le mois d'août, c'est maintenant. Pour le marché, ça change quoi? Vous avez le droit de dire rien. Hein. Enfin, je veux dire, c'est possible que ça ne change rien, j'en sais rien. Oui, je pense que à court terme, pas forcément grand-chose, à mon avis, parce que ce qui compte, c'est vraiment le ralentissement économique, c'est la politique de la Fed, plus que est-ce que le candidat démocrate va être président Biden ou quelqu'un d'autre. D'autant que le marché a déjà compris que la probabilité était peut-être plutôt d'une vague Trump que d'une vague Biden ou démocrate. Ce qui est plus important. Est-ce que est-ce qu'on va avoir un clean sweep républicain? Est-ce qu'ils vont gagner pas seulement les élections présidentielles, mais le Sénat et aussi les chambres de représentants? Parce ça change. Ça change. Parce que comme ça, le président peut tout faire. Mais en termes des impôts, mais tout peut tout changer, sans limite. Là, et ce moment-là, la marche va... Dans le cadre que les marchés lui permettront. Voilà. Non, mais c'est vrai. Il y a un cadre quand même qui s'appelle les marchés. Là, il faut bien regarder la réaction du marché obligataire aux États-Unis. Parce qu'on a vu que ce qui peut se passer au Royaume-Uni, on a vu ce qui peut se passer en France, et maintenant, ça peut être le tour des Américains le mois de novembre. Voilà. Florent? Je pense qu'il faut... Alors, à court terme, en effet, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que le marché, c'est assez court-termiste. Mais je pense quand même qu'il faut se poser la question du coup d'après. C'est-à-dire, une fois que... Si on se souvient, par exemple, de 2016, on parlait de reflation trade à l'époque. Donc, on voyait effectivement, avec les baisses d'impôts, etc. Mais à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup d'inflation. Ah ben non. C'était l'objectif. C'était l'objectif d'avoir un peu plus d'inflation. Oui, on était un peu moins de... Alors, c'est plutôt la Banque centrale qui peut faire ça. Oui. Mais on était un peu moins de 2. Et le niveau d'endettement n'était pas... bien sûr que non. Tout était différent. Rien n'était pareil. Mais on pourrait avoir une répétition de ça. Donc, mais partant d'un niveau d'inflation qui est plus celui de 2015-2016 et d'un niveau d'endettement et de déficit qui est plus celui de 2015-2016. Et en 2016, si ma mémoire est bonne, encore une fois, les marchés d'actions n'avaient pas très très bien réagi et on avait même eu... chose assez atypique, une surperformance de la value par rapport à la croissance. Ouais, reflation, Exactement. C'est ça. C'était la thématique. Après, si on regarde 2018, par exemple, donc là, c'était les tarifs douaniers, et pour faire le lien avec la Banque centrale américaine, les tarifs douaniers avaient engendré une forme de petite récession manufacturière aux États-Unis. Et avait, semble-t-il, poussé Jérôme Powell à baisser ses taux. Alors, on ne saura jamais s'il a été... parce que tous les jours, il se prenait des tweets...
assez de Trump. vindicatif. Oui. Il faut baisser les taux en caps lock. Bon, il y a eu des petits problèmes sur le marché monétaire et du repo ici en fin 2018. Ouais, Enfin, la plomberie commençait à être un peu compliquée. Donc, ça commençait à secouer, mais bon, il y a tout un tas de variables qui ont joué. Mais encore une fois, si effectivement, comme ce qui vient d'être évoqué, c'est selon les probabilités actuelles, c'est plutôt Donald Trump qui est favori. Bien et sûr. d'autant plus que le camp républicain, comme ce qui vient d'être dit, est favori aussi sur la Chambre des représentants et sur le Sénat. Donc ça veut dire que potentiellement Donald Trump pourrait faire un Trump 2.0 en remettant en place des tarifs douaniers, en se bagarrant avec la Chine, en remettant des baisses d'impôts, ou en tout cas... en les prolongeant. Voilà, exactement. Je crois que c'est le playbook. Voilà. Et donc, ensuite, la question, c'est de savoir ce que ça fait par rapport à la Fed. Ouais. Et c'est ça le sujet. Normalement, la Banque centrale américaine est indépendante du pouvoir politique. Une Fed qui baisserait les taux dans un playbook trumpien répété, ça secouerait un peu sur les marchés. Si on considère que la politique est plus inflationniste, plus de croissance... Clairement, aujourd'hui, ce qui est pressé par le marché aujourd'hui, c'est quasiment 2 baisses de taux aux US, septembre, décembre. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a vu... il y en a encore 3-4 en 2025 qui sont aussi... non, évidemment. Prévus, mais là, ce qui est fou, c'est qu'on a vu après le post le débat Trump-Biden, tout de suite, le taux 10 ans a pris 20 points. On est passé de 4,20 à 4,40. Et certains, donc on verra, comme vous dites, dans 2 semaines. Et ça, que si le président Trump a de plus en plus de chance, vous verrez qu'avec le call reflationniste, que le marché va certainement repricer peut-être qu'une baisse de taux d'ici la fin de l'année. Parce que voilà. Donc c'est ça ce qui est assez intéressant, c'est vrai, comme vous dites très justement avant, c'est qu'en 2016, ça a mis du temps. Et aujourd'hui, le marché se rappelle 2016 tout de suite, sauf que ça s'est joué tout de suite. Dollar fort, remontée de l'inflationniste. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça qui va donner pas mal de volatilité. Mais sinon, à un peu plus long terme sur le marché action, vraiment, moi je me rappelle, parce qu'on vient de, rappelez-vous, de l'ancienne maison Raymond James. Bien sûr. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des papiers, des écrits énormes de toutes les grandes banques mondiales. Et à chaque fois, ça ne fait pas grand-chose. Il y a un peu de volatilité sur quelques thèmes, mais à 3, 4, 5 mois... C'est la question, je sais. C'était un peu le sujet tout au long de la semaine. Effectivement, l'investisseur pragmatique, généralement, est bien avisé de ne pas trop pondérer le bruit politique dans sa prise de décision. Ouais. Mais bon... encore une fois, l'exemple français, on va en parler, c'est quand même peut-être pas un exemple tout à fait comme les autres. Et puis on a vu sur des élections au Mexique, en Inde, on peut avoir quand même du bruit, des revers. Voilà. Alors dans le cadre du Mexique, c'est visiblement la trop grande majorité de la nouvelle présidente qui a effrayé le marché à un moment. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que la politique, quand même, en ce moment, ça compte un peu dans les marchés. Comment vous regardez la situation française et plus largement ce que ça implique pour l'Europe et les actifs européens, Edmund? Et est-ce qu'il faut imaginer de la part des grands allocataires mondiaux une baisse structurelle de la part dédiée aux actifs français dans leur portefeuille d'investissement ou dans leurs allocations? Pas au moins dans les actions françaises, parce que si je regarde les grandes actions, les grandes sociétés françaises, l'exposition à l'économie domestique reste quand même petit. Mineur. Ouais. Mineur. Même pour les banques, mais surtout pour LVMH, Sanofi, Total Energy. L'exposition à l'économie domestique est tout petit. Donc pourquoi ? Je sais pas, parce que parfois le code postal, ça peut pénaliser des entreprises qui opèrent dans un contexte, même si c'est sur le plan international, le code postal, parfois, ça peut être un peu pénalisant. Ça doit être plus pénalisant pour les moyennes et petites capitales françaises. Là, parce qu'on a le fait de liquidité, et en plus, l'exposition à l'économie domestique est beaucoup plus importante. Donc, il y a 2 effets qui jouent pour les moyennes et petites capitales, mais pour les gros capitales, pour les composants de l'indice CAC 40, pas vraiment. À mon avis. Pour les obligations, c'est une autre histoire. Ah ben, mais je parlais des actifs, oui. Ouais, voilà, pour les obligataires et aussi l'immobilier. Parce que le problème, si on parle d'imposition, le problème de l'immobilier, c'est toujours le même. Il ne bouge pas, donc c'est facile à imposer. Qu'est-ce que vous répondez à un client de BNP Paribas Wealth Management qui, j'imagine, n'a pas manqué de vous interroger sur le sujet de la France? J'ai de l'immobilier en France, j'ai des actions françaises. Ah bon. Il paraît que j'ai aussi de la dette française dans mon assurance vie. Il faut rester calme. D'accord. Il faut regarder les investissements à long terme. Il y a toujours un peu de volatilité à court terme, politique, mais pour l'instant, on n'a pas de vrais gagnants des élections législatives. On a 3 grands blocs. On va essayer de trouver une coalition, mais avec n'importe quel type de coalition, c'est difficile de voir
les lois radicales J'entends. qui vont être passées D'accord. dans le Parlement français. Donc il n'y a pas d'urgence à décider Non. quoi que ce soit, et surtout il n'y a pas eu de signal de liquidation des actifs Absolument. français aujourd'hui. Non, tout pour le des monde investisseurs, s'interroge. Ah bah ça, oui. Oui, bien sûr, mais pour l'instant, il faut rester calme. Louis. C'est vrai je pense qu'il y a eu un excès de pessimisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les grands groupes, tous les grands globaux ont dit faut sortir des actifs français. On l'a vu les 3 semaines avant les élections, c'était massif, écartement de spread donc entre la dette allemande et française jusqu'à 85. Voilà, la question c'est quelle sera l'évolution du spread. Beaucoup disent à 60 c'est trop bas, mais peut-être entre 60 et 70. On y est. Donc normalement, aujourd'hui, le mal est fait. Aujourd'hui, vous avez des indices américains, on en a parlé tout à l'heure, où on est prudemment optimiste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois un peu le ciel sur les marchés US large cap. Il n'y a peut-être plus grand-chose à gagner. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il y a eu un tel excès, notamment aussi sur les valeurs large cap. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des opportunités. Quand Vinci était sous les 100 €, des certaines valeurs, il y a un moment, voilà, on ne va pas nationaliser les autoroutes, les aéroports, etc. Au fur et à mesure que ces risques-là s'écartent, vous dites ça recrée quand même des opportunités sur le marché français pour celui qui s'y intéresse. C'est simple, le CAC 40 a été exactement 100% corrélé à l'écartement du spread. Oui. Dans ce sens. Donc là, le spread a rebaissé. Ouais. Donc normalement, là, il y a une petite décoration. Normalement, le CAC 40 devrait respirer un petit peu mieux. Donc voilà. Après, sur les small caps françaises, c'est vrai que là, on arrive à un moment aussi du cycle où ça fait 2 ans de sous-performance, où elles ont rarement été aussi peu chères. Parce que comme ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'on est en récession, bah c'est vrai que le momentum économique n'était pas très bon. Mais là, la plupart des sociétés, avant les élections que l'on a vues, tous étaient en train de nous dire, ça y est, ça fait 1 an et demi que c'était difficile, le point bas est derrière nous. Et voyez un fort rebond, en tout cas, sur le deuxième semestre. On verra si les élections remettre un peu la confiance et les investissements décalés, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des sociétés qui sont impactées un peu plus par le taux d'intérêt, sauf que là, ça y est, ça fait plus d'1 an que les taux d'intérêt sont élevés. Donc maintenant, les chefs d'entreprise, ça fait 1 an, ils se disent, bon, les taux, ils ne vont pas plus baisser ou remonter, je réinvestis. Donc voilà. Donc clairement, au niveau microéconomique, ça allait mieux. Donc c'est vrai que les gens regardent beaucoup trop le compte de résultats, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de momentum. Mais quand même, quand on regarde le niveau de valorisation, parce que là, je vous rappelle, on a pris, je crois que les small caps françaises ont perdu quasiment 16% sur le mois de juin. Donc oui, c'est ça. Oui. Sachant qu'elles partaient de très bas. 2 fois plus que les large caps. Voilà, 2 fois plus, même plus. Et aujourd'hui, moi, j'aime bien regarder un indicateur, ce qui est le ratio de fonds propres, le price to book. Au moins, qui est lui, c'est qu'est-ce que vous avez dans le price to book, sachant que les small caps sont souvent plutôt des valeurs de croissance familiale, et il n'y a pas de valeur d'e-value, il n'y a pas de bancaire, il n'y a pas de pétrolière. Donc normalement, il n'y a aucune valeur qui est censée se payer sous les fonds propres, sous les books. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on travaille avec ID Midcap, qui a fait tout un papier, et qui nous a dit qu'aujourd'hui, le ratio de fonds propres, on est quasiment tombé à entre 1,10 et 1,15 environ, là, sur les Et c'est un plus bas? C'est le plus bas de 2011. Et il faut juste revenir à mars 2020 ou 2008, on était tombé entre 1 et 1,05. Donc on valorise les entreprises, les petites entreprises françaises cotées, à peine un peu plus d'une fois la valeur de leurs actifs tangibles. Voilà. Et donc là, vous avez un downside peut-être de 5% qui était quand même mars 2020 ou 2008, où c'était Armageddon. Aujourd'hui, en portefeuille, on doit avoir peut-être une dizaine de valeurs qui se payent moins cher qu'en 2008. Il y en a. Aujourd'hui, donc clairement, il y a des choses à faire. Mais voilà, le momentum n'est pas là. Il y avait un très net flux qui était revenu sur la classe d'actifs au mois de mai-juin. Il y a eu plus de 400 millions d'euros qui sont arrivés de nouveau sur les fonds PME français. Et ils sont sortis aussi vite avant les élections. Donc voilà, donc là, je pense qu'en effet, pendant l'été, il ne va rien se passer. Il faudra attendre une stabilité. Mais moi, je pense que clairement, voilà, le rebond est en marche. Il va falloir, ça va peut-être être décalé de quelques mois, peut-être septembre, voir si le budget va être fait. Mais après, clairement, il faudra y aller parce que la zone euro va réaccélérer en 2025. Là, aujourd'hui, on attend 0,8 de croissance en 2024. C'est pas caduque pour vous, cette histoire-là. Cette histoire-là, elle n'est pas caduque. Mais non, parce que en fait, il suffit que la confiance revienne. Il y a une montagne d'épargne chez les Français. Voilà. Je disais tout à l'heure, les salaires réels, plus de 2,5% de salaires réels, ça revient. Pour l'instant, tout est épargné, il n'y a pas de confiance. Donc à chaque fois, il y a un événement, malheureusement, qui arrive, qui empêche ce rebond. Donc là, ça va être redécalé, mais clairement, j'espère que ça sera à la fin de l'année et surtout 2025. J'aime l'optimisme des investisseurs. C'est aussi ce qui fait la passion qu'on peut avoir pour ce métier et ces marchés. Mais j'écoute quand même les économistes qui sont tournés aussi vers les risques. Non, mais pour la France... blocage, ingouvernable ou moins gouvernable, j'en sais rien. C'est l'immobilisme, est-ce que c'est
en tant que tel, un facteur d'instabilité pour la France, pour les actifs français, et je parle notamment évidemment de la dette, du spread, etc. Est-ce qu'on peut avoir une situation de stabilité malgré alors un paysage et une gouvernance politique à laquelle on n'est pas habitué en France, ça je crois qu'on l'a tous compris, ou est-ce que c'est plus quand même un risque d'instabilité qui nous guette avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence sur les actifs français? Bon, déjà, sur la réponse des marchés, les marchés ne font pas de politique émotion, si je puis dire. Ils font un peu de politique fiction. C'est peut-être même là où on trouve le moins d'émotions aujourd'hui quand on parle de la politique française. Donc, exactement. Donc ils font un peu de politique fiction et les scénarios qu'ils ont évacués, c'était effectivement les majorités absolues pour l'un des deux blocs. Donc là, aujourd'hui, ce qui a surpris un peu au lendemain, enfin au moment des résultats, c'est le fait qu'on ait 3 blocs finalement sans franche disproportion. Assez équilibré. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire que l'instabilité politique, elle est là, mais elle est moins forte que ce qu'on pouvait anticiper d'une certaine manière. Donc après, oui, on parlait de coalition éventuelle. Bon, moi, ça, j'en sais rien. Mais en revanche, ce que nous dit le marché, malgré tout, enfin, c'est mon avis, c'est qu'effectivement, à 60 BP de spread, ça intègre cette instabilité politique. Après, le sujet, c'est à court terme, d'une part, effectivement, si cette crise politique se transforme en crise de confiance, c'est difficile à voir. Alors, on observe effectivement dans les indicateurs de confiance du consommateur une petite baisse au mois de juin. Ouais. C'est dur à dire si c'est lié ou pas. Je n'y crois pas trop. Surtout qu'on voit ça aussi dans d'autres pays de la zone euro. Est-ce que la trajectoire de croissance de la France ou de la zone euro est remise en question à ce moment-là? Je dirais que non. À ce stade, et je suis assez positif aussi sur la croissance européenne, plutôt pas. On a encore préservé l'essentiel, là, vous dites. Moi, du point de vue macro. Ouais. Je pense, oui, effectivement. Après, il y a de l'incertitude, donc ça rajoute. Bon, je suis moins confiant qu'il y a encore quelques temps, si je puis dire. Mais sur la croissance française, le sujet, c'est le déficit. Ouais, ben oui. La trajectoire du déficit. Ben oui. Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour se conformer aux exigences européennes? Est-ce qu'on arrivera effectivement à trouver une coalition qui nous permette de mettre en œuvre toutes les demandes qui sont faites par la Commission européenne, etc. C'est le sujet. Et donc, ça peut vouloir dire des hausses d'impôts. C'est difficile parce qu'il y a déjà un taux de prélèvement obligatoire assez élevé. Réduire les dépenses, ça c'est un peu une vieille lune. Voilà, exactement. Oui. Donc après, le sujet, c'est qu'il faut faire aussi de la croissance. Ouais. Et ça, c'est plutôt un sujet à long terme. Et là, on est plutôt dans une démarche d'augmentation de la productivité. Et tout ça, et je finirai là-dessus, ça dépend aussi de l'environnement de taux. Ouais. Ça dépend de l'environnement de taux et donc de la BCE. Et c'est une horloge qui tourne vite quand même, là. Le marché, encore une fois, je le dis, est très patient vis-à-vis de la situation française jusqu'à présent. Il y a quand même un déficit sur les 5 premiers mois de 2024 en France qui court au moins aussi vite, voire un peu plus peut-être encore que ce qu'on a observé sur les 5 premiers mois de 2023. Donc on est quand même un cas assez unique aujourd'hui dans le paysage européen. Donc en absolu, c'est pas bon, mais en relatif, ça l'est pas non plus. Il y a un rendez-vous budgétaire à l'automne. Enfin, quel niveau de garantie est-ce que le marché va attendre de la part de la future gouvernance politique française sur la capacité, alors non pas j'imagine à revenir à 3% en 2025, 26 ou 27, parce que le marché est capable d'entendre que ça se fera peut-être pas aussi vite que ça, mais avoir quand même des garanties sérieuses et trébuchantes, j'ai envie de dire, sur la capacité de redresser cette barre. C'est le sujet. Ouais. Et à ce stade, on ne peut pas en dire grand-chose, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, on ne sait pas comment il sera composé. Ouais. Mais effectivement, c'est et ce sera ça le point névralgique, ce sera là. Exactement. Ouais. Bon, je veux bien qu'on dise, par effet de contraste, un mot de la situation britannique que vous connaissez, ou en tout cas que vous suivez avec l'avantage de jouer à la maison de ce point de vue-là. Edmund, non mais... alors, c'est ce que je dis aussi. C'est-à-dire que, évidemment, vu de France, la situation britannique nous fait envie aujourd'hui. Je rappelle juste qu'ils en sont arrivés là après 8 ans de Brexit, quand même. Que nous, on s'est épargné 8 ans de Brexit, et peut-être que c'est pas plus mal, quand même, que la France soit pas passée par 8 ans de Frexit, en l'occurrence. Néanmoins, on a quand même l'impression d'une situation d'un bruit politique beaucoup plus positif. Enfin, y compris pour les marchés. Est-ce que ça change le cas d'investissement pour les actifs britanniques? Est-ce que c'est déjà joué? Ou est-ce que non, il y a quelque chose, une nouvelle histoire? Je pense qu'on peut toujours jouer cette histoire, parce qu'avec le changement de gouvernement, une chose qui est claire, c'est que le nouveau gouvernement travailliste va être beaucoup plus pro-Europe que l'ancien gouvernement des conservateurs, qui était plutôt pro-Brexit, quoi. Donc eux, ils vont chercher des accords pragmatiques avec l'Europe. C'est plutôt en faveur
du Royaume-Uni, peut-être pour l'Europe, ils s'en fichent, mais bien sûr. Bien sûr. Voilà, mais franchement, je pense que c'est ça qui cherche le nouveau gouvernement britannique, qui va être un catalyseur important pour l'économie, mais aussi pour les actifs britanniques. Deuxième point, sur le sterling, c'est déjà, on voit une réaction, ça renforce contre l'euro, contre le dollar. Donc, effectivement, les investisseurs étrangers qui se sont écartés des actifs britanniques depuis Brexit, ils ont dit. Ça redevient investissable. Enfin, petit à petit. Mais le point de départ est tellement bas, on peut que faire mieux. En termes de croissance, en termes de tout. Et en plus, la Banque d'Angleterre, oui, peut-être ils ne vont pas baisser les taux le mois d'août, mais si c'est le mois d'août, c'est le mois de septembre. Enfin, ils vont être comme la BCE, parce que le taux d'inflation en Angleterre s'approche à 2%, comme en Europe. C'est plus quand est-ce qu'on va baisser les taux que est-ce qu'on va baisser les taux. D'accord. On est cycle de baisse des taux un peu partout. Le marché de l'emploi se dégrade quand même. Oui. Ça, c'est le sujet pour la Banque d'Angleterre. D'accord. Exact. Bon, j'ai re-regardé. C'est vrai que le sterling pré-Brexit, c'était plutôt du 1,50, 1,70. Oui, je sais bien. Je voulais remettre la perspective. Ouais. J'avais moi-même un peu oublié. Je me souviens particulièrement de la journée du sterling sur le résultat du Brexit. J'étais sur place et effectivement, c'était d'une violence historique. Mais je me souvenais plus trop d'où on partait. Effectivement, on partait de toujours plus haut que ce qu'on est aujourd'hui. Ouais, les actifs britanniques, je sais pas, ça rouvre un marché. Moi, je pense que nous, on a un fonds vraiment toute Europe et dans lequel il y a quand même pas mal de UK. Et on était bien content de l'avoir au mois de juin. Et surtout, c'est quelque chose d'assez décorrélant parce que c'est vrai que depuis un an, on avait plutôt tendance à sous-performer. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction des différentes zones géographiques en Europe, il y a du stock picking à faire et de la décorrélation. En ce moment, nous, ce qu'on privilégie, par exemple, chez Gay-Lussac Gestion, donc la France à ces niveaux peut-être, mais il y a l'Italie, la Grèce et le UK marchent très bien. C'est vrai que ces trois pays, c'est les anciens, c'est le retour des PIGS. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Italie, la Grèce bien, et le UK aussi. C'est vrai qu'il y a des très très belles valeurs au UK à des niveaux de valorisation assez abordables. Donc nous, on aime bien en ce moment. C'est un marché que vous aimez bien. Bon, et en plus, la Banque d'Angleterre va venir enlever un peu de restrictions monétaires. Ça fait partie du scénario probable aussi, Florent ? Tout à fait, c'est le sujet, c'est soit août, soit septembre, en effet, c'est comme ce qui vient d'être évoqué. Le problème pour la Banque d'Angleterre, si on fait le parallèle avec la Banque Centrale Européenne, c'est l'emploi. Très clairement, là où le taux de chômage continue de baisser, on a un taux d'emploi assez fort en zone euro, au Royaume-Uni, ça se dégrade assez sensiblement. Et là, vous dites, là effectivement, on constate une vraie dégradation, malgré la question statistique, etc. Là, il y a une vraie tendance qui s'est retournée. Très clairement. Il y a un retournement sur l'emploi. Et alors, quelles implications ça peut avoir ensuite ? C'est que, effectivement, il y a beaucoup d'inflation dans les services. Mais si on se dit que cette inflation dans les services reflète une image passée du marché de l'emploi, on se dit qu'il va falloir aussi être proactif du côté de la Banque d'Angleterre pour éviter de passer en dessous de 2 durablement parce que le marché ou réagir beaucoup plus. Donc on est aussi dans un phénomène de proactivité d'être derrière la courbe. Être trop en retard sur les baisses de taux, c'est se retrouver avec une inflation qui repasse sous les 2. Et là, effectivement, il faut c'est quand même mais l'inflation dans les services est quand même élevée. Bon. Voilà, le timing est crucial pour les banques centrales aujourd'hui et ça se joue un peu en ce moment, en tout cas dans les prochains mois. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Florent Wabon, économiste chez Ecofi, Louis Defels, directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion, Edmund Ching, directeur des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous parlons justement de gestion thématique ce soir à travers le thème du sport. Comment investir dans le sport ? C'est la question qu'on pose à Arnaud Morvilez qui est à mes côtés, gérant chez USES Gestion. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Vous co-gérez un fonds sur la thématique du sport chez USES Gestion. Comment vous avez défini cette thématique ? Donc pour qu'une thématique soit valable, il faut qu'elle soit globale, il faut qu'elle soit séculaire, il faut qu'elle soit aussi multisectoriel. Et donc, le sport coche toutes ces cases, j'imagine. Arnaud, comment vous avez défini le périmètre et comment cet univers d'investissement se retrouve dans la stratégie que vous pilotez ? Alors, nous avons effectivement lancé une stratégie sur le sport il y a 4 ans maintenant chez USES Gestion. On a divisé l'univers du sport en 2. Voilà, on est parti dans un premier camp de la situation historique, dans ce qu'on appelle nous l'économie historique du sport. Et ensuite, on a la nouvelle économie du sport qui a émergé ces dernières années. Au sein de l'économie historique du sport, on a trois sous-piliers d'investissement.
Le premier, c'est tout ce qui est marketing et événements sportifs. Ouais. Donc là, on est sur une thématique pas forcément investissable du côté public. C'est une partie importante de l'économie du sport, mais nous, on ne regarde pas forcément cette partie-là. C'est les événements sportifs, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et le sponsoring. Voilà, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas. Ouais, c'est pas forcément coté dans les marchés pour pouvoir être investi par vous aujourd'hui. C'est exactement, ça. c'est ça. Voilà. Très bien. Les événements sont privés, voilà, pas dans le public. On a la seconde partie, tout ce qui est équipement sportif. Donc là, on retrouve tous les équipementiers mondiaux, les Puma, les Adidas, les Nike. La distribution, on a des entreprises comme JD Sport, côté à Londres, Dick's Sporting Goods, côté à New York, qui sont, on a également tout ce qui est fabricant de vélos, d'équipements pour les vélos, les pièces détachées, ce genre de choses. C'est vraiment le principal pilier de l'économie du sport aujourd'hui. Et enfin, on a tout ce qui, nous, on a dénommé acteurs acteurs de l'économie du sport. Donc là, on retrouve tous les clubs de foot, par exemple. D'accord. Les infrastructures, comme les stations de ski cotées en bourse, la Formule 1, Ferrari, voilà, ce genre d'entreprise. Donc c'est vraiment ces trois piliers qui représentent l'économie historique du sport. Et là, on est sur une croissance historiquement entre 1,5 et 2 fois le PIB mondial. D'accord, ouais, donc c'est un peu plus que la croissance mondiale. Oui. Donc ça, c'est l'historique qui reste un historique en croissance, un monde en croissance pour vous. Et puis, donc, il y a toute la nouvelle économie du sport, c'est ça, qui est l'autre dimension de la stratégie, Arnaud, et qui regroupe quel typ de vertical? Alors là, on a identifié 4 secteurs satellites qui sont en forte croissance, eux. Le premier, c'est tout ce qui est médias et diffusion. Voilà, depuis plusieurs années, on est persuadé que le modèle de diffusion à la télé change, que les besoins des consommateurs ont changé pour consommer le sport à la télé. Et on voit toutes les plateformes OTT qui gagnent des parts de marché dans ce secteur-là. Donc des Amazon, des Google, par exemple, prennent des parts de marché dans ce secteur-là. Ouais. Les GAFAM deviennent des acteurs du sport. En tout cas, c'est vrai que la taille de ces entreprises est tellement grande. Leurs activités sont tellement diversifiées. Apple fait de la santé, fait de la finance, monnaie, etc. Enfin, il y a tellement de choses, mais il y a aussi cette dimension sportive qu'on peut identifier chez quelques grands GAFAM aujourd'hui. Alors, c'est évidemment assez petit pour eux, mais c'est en croissance. Et on voit Amazon qui a pris le tennis il y a quelques années sur Roland Garros, qui a débuté le tennis, qui a pris la Ligue 1 suite à Mediapro, l'échec de Mediapro il y a quelques années. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en forte croissance chez eux en tout cas. Ouais. Ça, c'est une première verticale, effectivement, de la nouvelle économie du sport. La seconde, c'est tout ce qui est lié à l'e-sport. L'e-sport, c'est un secteur qui est en pleine croissance, qui est au début d'une histoire. Ça se structure, ça attire des capitaux. Alors nous, on investit sur tout ce qui est éditeur de jeux vidéo, des fabricants de matériel pour le e-sport. Et après, on s'agroupe aussi les équipes professionnelles qui sont venues se coter en bourse, par exemple, sur le e-sport. Donc il y a tout un univers qui se structure et qui attire des capitaux aujourd'hui. Vous avez une idée de ce que le e-sport pourra représenter demain, enfin à quel type de sport en termes de masse et de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on va le comparer? Ce sera un jour comparable à ce qu'est le foot dans le monde ou le rugby ou des grands sports mondiaux comme ça? Ça reste beaucoup plus confidentiel aujourd'hui ou pas? Parce que quand je vois les salles remplies pour des finales de je ne sais quel jeu d'ailleurs, je veux dire, c'est effectivement quand on est dans le monde historique du sport, c'est sûr que ça paraît déliant. Déjà aujourd'hui. C'est au début. On est au début ça se structure des ligues. De League of Legends existe aujourd'hui. On en parle dans les journaux. L'équipe, maintenant, par exemple, en France, ça s'institutionnalise sur le e-sport. On est en pleine croissance et à terme, effectivement, on rattrapera pas forcément le football ou le rugby qui sont vraiment les sports majeurs, mais des sports un peu... Oui, mais c'est plus que l'escrime ou la natation, ce que je veux dire aujourd'hui. Non. Oui, c'est déjà un sport... C'est moins confidentiel que effectivement l'escrime ou la natation, par exemple. Troisième sous-secteur de la nouvelle économie du sport, c'est tout ce qui est lié au sport et à la santé, évidemment, là qui est en pleine croissance. Le Covid a encore accéléré ce phénomène. Il y a réellement une prise de conscience que le sport est bon pour la santé. Ça paraît évident aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et on voit les opérateurs de salles de sport venir se coter en bourse. On a Technogym qui a un équipementier premium dans ce secteur-là qui est très intéressant. On a également la nutrition. Bien sûr. La nutrition du sport qui est qui est en pleine évolution et également en pleine accélération. Donc c'est un secteur un peu entier de la nouvelle économie du sport. Et ensuite, le dernier, c'est tout ce qui est sport tech. Donc c'est des boîtes, alors aujourd'hui des entreprises qui ont levé de l'argent pour se développer autour du sport et des nouvelles technologies. On a quelques exemples, mais ça admet à se développer dans les prochaines années.
pour des boîtes. Et c'est quoi spécifiquement Sportech par rapport, parce que j'imagine qu'il y a de la tech chez les équipementiers, c'est quoi ce que vous identifiez comme Sportech spécifiquement? C'est une entreprise qui autour de la technologie et du sport. Donc on a des exemples assez précis. On a eu Peloton qui est venu se coter en bourse il y a quelques années. Bon, forcément en bourse c'est pas forcément un succès, mais c'est une Sportech. Donc c'est les machines d'appartement, mais avec beaucoup de digital, avec beaucoup de connexions, etc. D'accord. Voilà, il y a eu Vogo qui est un exemple français de Sportech. Et après, il y a beaucoup d'entreprises françaises, par exemple Sorar, qui arrivaient. Et peut-être qu'un jour, ils accepteront de se coter en bourse pour lever des capitaux et poursuivre leur croissance. Non, c'était pour bien comprendre ce que c'était que de la Sportech, parce que la tech, il y en a partout aujourd'hui. Tiens, justement, parlons un peu des équipementiers quand même. Alors, ils sont dans les activités, l'économie historique du sport, mais au sein des équipementiers, il y a des équipementiers historiques, et puis il y a de nouveaux équipementiers qui sont aujourd'hui plutôt en grand développement, en forte croissance. Nike faisait un warning il y a une dizaine de jours. Que nous dit le warning de Nike? Des difficultés peut-être des grands acteurs historiques avec toute la legacy, la taille qu'ils ont à gérer dans cet univers, et qui sont les nouveaux entrants, et des nouveaux entrants investissables aujourd'hui pour une stratégie comme la vôtre, Arnaud? Alors nous, on est assez confiants sur des entreprises qui gagnent des parts de marché dans des verticaux très précis de l'industrie du sport. Je pense notamment aux chaussures de sport, de running. On sait que les sports outdoor, les sports d'extérieur, le running est en pleine explosion et accélère réellement. Et effectivement, des nouveaux entrées gagnent des parts de marché sur des innovations technologiques très fortes. Je pense à On Holding, qui détient la marque On dans le running, ou encore... Ça, c'est suisse? C'est flagué Roger Federer, c'est ça, On Holding, d'accord. Ils ont fait une IPO à New York il y a quelques semestres. Et également, Oka, qui était une marque française qui a été rachetée par un groupe américain, Decathlon Outdoor. Et Oka, clairement, gagne des parts de marché dans le secteur du running. Et ça, ce sont les équipementiers qui vont après se diversifier, qui vont s'internationaliser, qui vont augmenter les réseaux de distribution. Et les produits marchent et continueront à marcher. Et là, on est sur des marchés effectivement cibles. C'est la technicité des produits qui est le déclencheur d'achat essentiellement, c'est ça. Oui, clairement. Ça. Clairement, c'est des parts de marché, des gains de parts de marché sur l'innovation. Et c'est peut-être là où les grands équipementiers ont peut-être pêché récemment. On a un manque d'innovation chez Nike, clairement, aujourd'hui, et on espère que l'entreprise pourra émettre des nouveaux produits, de l'innovation dans les prochaines années. Concrètement, là, sur le warning d'il y a 10 jours, qui a fait quand même du mal, c'est une blue chip historique, Nike aux États-Unis. Qu'est-ce que le marché attend concrètement? Là, il y a un calendrier de quelque chose qui doit permettre à Nike de reprendre un peu la main en termes d'écoute story, j'entends? Oui, l'écoute historique Nike est un petit peu abîmée. Vous avez raison, il y a eu des balbutiements sur la stratégie entre ce qu'on allait en wholesale, en retail. Nike a fait le choix plutôt de délaisser la partie distribution et privilégier le retail, qu'aujourd'hui est un petit peu en décélération. Et on imagine Nike, lors de sa présentation investisseur qui aura lieu normalement à la fin de l'année, au mois de novembre, présenter un plan stratégique sur les prochaines années pour essayer de convaincre à nouveau le marché. Un mot peut-être pour finir de l'effet JO, mais au-delà des JO, du cycle des événements sportifs et de leurs impacts sur cette économie, cette industrie du sport. Qu'est-ce qu'on peut en dire Aujourd'hui, on a évidemment deux événements majeurs, l'Euro de foot et les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, nous, on voit plutôt ça comme une vitrine pour les marques qui auront forcément des dépenses marketing importantes. On Holding devra forcément bénéficier de ces Jeux Olympiques sur la notoriété. D'ailleurs, il s'ouvre une boutique sur les Champs-Élysées là, dans les prochains jours. Pareil pour Oka, je pense qu'il y aura plutôt des gains de notoriété. Et les gains de chiffre d'affaires réels, tangibles, ce sera pour... C'est l'euro. C'est l'euro. Exactement. Les ventes de maillots, ça c'est un tangible. Donc c'est quand même deux dynamiques et deux logiques différentes entre ces événements. C'est plutôt un côté marketing, innovation, présentation de vos produits. Et l'euro, évidemment, vous pouvez vendre des maillots tout de suite. Ça se retrouve en chiffre d'affaires. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'être venu nous éclairer sur cette thématique du sport. C'est une des stratégies que vous gérez chez Uzès Gestion. Arnaud Morvilès qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.